674e, journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour déjà. Déjà 674. Nous en avons fait beaucoup. Beaucoup et une moyenne chaque année autour de 45 à cause des vacances d'été. De plus en plus. Un événement historique tout de même à cause d'une personnalité qui disparaît, qui a eu un rôle mondial. Mikhaïl Gorbatchev vient de mourir, nous venons de l'apprendre. Certains journaux ont eu le temps d'en tenir compte, d'ailleurs pas tous, puisque la nouvelle a été connue en pleine nuit. Pour vous, ça évoque quoi? Quels événements, quelle personnalité? Moi j'ai de la mémoire, très peu de gens en ont, mais j'ai de la mémoire. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, somme toute, une cinquantaine d'années, l'Europe et le monde vivaient sous une menace d'invasion militaire soviétique imminente, c'est-à-dire qui pouvait intervenir dans la nuit et qui eût certainement, probablement submergé les défenses occidentales qui n'étaient pas en mesure, qui n'avaient pas la même mesure ni la même volonté. Et à ce moment-là, le communisme était puissant, conquérant, et il s'est effondré de l'intérieur, lui aussi. Voilà. Mais ça n'a pas renforcé pour autant l'Occident. Disons que la décadence soviétique, russe, communiste, a accompagné la décadence générale de l'Occident. On peut dire que dans votre vie tout court, militaire, politique, la lutte contre le communisme a été un moteur formidable. Oui, c'était un moteur d'action. C'était d'ailleurs le nerf principal de la résistance nationale, en quelque sorte. Ça commençait par l'anticommunisme, puisque c'était l'ennemi immédiat qu'on voyait. C'est très important dans la vie. Première des conditions de survie, c'est de déterminer l'ennemi et de le cibler et de le combattre, bien sûr. Est-ce que vous considérez que cette lutte est gagnée, autrement dit, que cette domination possible dans la forme Union soviétique et l'idéologie communiste a trouvé soit un équivalent aujourd'hui, soit que cette bataille est gagnée, que cette menace-là est complètement disparue? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, je crois que tout de même la menace n'existe pas sous la même forme, en tout cas, puisque nous sommes concurrents dans une décadence. Nous descendons en même temps dans l'échelle des valeurs humaines, en quelque sorte. Alors, ça n'est pas très réconfortant, mais ça nous met à l'abri peut-être d'un choc principal et immédiat. Alors, indépendamment du communisme, on peut dire tout de même que la Russie d'aujourd'hui, celle qui est dirigée par le président Poutine, se prend, au moins médiatiquement et donc indirectement dans toutes les opinions occidentales en tout cas, un choc de diabolisation qui rappelle ce qu'on avait pu dire au fond de la menace communiste de la guerre, alors que le climat est complètement différent. Oui, c'est vrai. Mais la transformation de la Russie est un des éléments de base de l'avenir immédiat et prochain. Nous n'avons plus apparemment d'ennemis déterminés. Par conséquent, les forces de résistance, qui étaient l'essence de la vie politique vivante, si j'ose dire, disparaissent. Si nous n'avons pas d'ennemis, pourquoi nous mobiliser? Pourquoi s'organiser? Pourquoi se former? Donc c'est cette asthénie générale qui me semble gagner progressivement sous le nom de la paix la plupart des peuples du monde. Cela dit, les différentiels démographiques sont colossaux, on le sait, et la proportion d'Européens, et même en y ajoutant les États-Unis d'Amérique et le Canada, sont en baisse rapide
par rapport aux autres peuples du monde qui, à un moment donné ou l'autre, auront leur mot à dire et le diront. Est-ce qu'on peut dire, sans être qualifié de racisme, que l'homme blanc a une vocation à disparaître? Il est en grand risque de le faire, en tout cas, car il a polarisé à la fois toutes les admirations, mais aussi toutes les haines idéologiques. Et en plus, il est celui qui possède un territoire prospère, organisé économiquement et socialement. Et il est évident que c'est une proie, puisqu'il n'est plus un prédateur, il devient une proie. Et ceci va se jouer, non pas à la fin du siècle, mais dans les années qui viennent. C'est en cours. Donc nous devons nous mobiliser, mais quelle est la force sociale, économique, politique qui en France est capable de le faire? Bon, le Rassemblement national est un élément de résistance. Mais là aussi, les moyens sont hors de proportion avec la dimension du phénomène adverse. Est-ce que vous êtes frappé, comme beaucoup le sont, je crois, par ces mots qui reviennent dans la bouche des journalistes, dans la bouche de tous les politiques, ou tous les représentants associatifs, forces sociales, syndicales, etc. Valeurs de la République, état de droit. On n'entend parler que de ça. On ouvre une télévision, il y a les valeurs de la République, il y a l'état de droit. Et on a l'impression que le drapeau, comme on disait chez les Anglais, couvre la marchandise et que ça enveloppe absolument tous les concepts, les plus fumeux soient-ils. Enfin, l'état de droit, ça ne veut rien dire. L'état de droit peut être démocratique, mais il peut être autoritaire, il peut être dictatorial. Et une dictature installe un état de droit, et il n'est pas de nature élémentaire différent des états de droit, ensemble de lois, de législation, d'arrêtés, de décrets qui encadrent un pays. Il est évident que tous les pays sont en état de droit, ils n'ont pas le même régime politique, ni la même volonté politique de conquête. Et nous sommes en face d'un phénomène adverse qui n'est pas un phénomène latent. C'est un phénomène conquérant. L'islam n'est pas, parce qu'il faut l'appeler par son nom, et on l'ose de moins en moins. L'islam n'est pas une force passive, c'est une force en activité de conquête. Islam ou islamisme? Islamisme, si on veut, bon, d'accord, faisons la différence. L'islamisme, c'est l'islam en marche. Eh bien, actuellement, il est en marche. Alors vous avez vu, puisqu'on parle d'état de droit, le temps qu'il a fallu pour écarter du territoire national un imam et les difficultés procédurales pour y parvenir. Alors le ministre de l'Intérieur dit que c'est une victoire de la République d'avoir déplacé ce type qui n'était pas à son domicile pour son expulsion et qui est passé probablement dans un pays européen voisin. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Mon Dieu, c'est pitoyable. C'est la marque irrémédiable de la décadence de nos forces vives. Si nous ne sommes même pas capables d'expulser quelqu'un qui s'annonce ouvertement comme un ennemi politique, un étranger de surcroît, alors c'est que nous sommes atones, impuissants. On s'aperçoit qu'en plus, il figurait dans tous les fichiers qui relèvent du ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et ainsi de suite, qu'on pouvait penser qu'il était surveillé tant qu'il était sur le territoire, mais non, il s'était volatilisé. Il n'est pas seul à être dans cette situation. Ils sont des milliers dans cette situation-là. Et le monde musulman résidant en France, dans sa majorité, est perméable à toutes ces propagandes de conquête du pays, tout naturellement d'ailleurs. Un petit mot sur l'énergie. Est-ce que vous avez confiance en Madame Borne quand elle dit que les entreprises vont devoir faire des efforts, mais qu'en revanche, les ménages, les particuliers ne seront victimes d'aucune coupure d'électricité ou de gaz quand l'hiver va s'approcher? Faites confiance à Madame Borne Non.
Je ne le crois pas. Je crois que c'est une langue de bois. Et je pense qu'il est évident que si les problèmes se posent à l'échelon national, ils se poseront individuellement à tous les citoyens et que nous serons tous frappés dans notre liberté de consommer de l'énergie, qu'elle soit électrique, pétrolière, ou mécanique ou autre. Nous devons nous attendre, et Madame Borne nous a avertis, à des moments difficiles. Si elle nous avertit, c'est qu'elle pense que tout de même nous risquons d'en souffrir. Et elle est mieux placée que quiconque pour savoir que les citoyens français vont en souffrir et seront les premiers à en souffrir. Car l'État lui-même est une grosse bébête qui n'a pas beaucoup de sentiments. La perte de l'autonomie énergétique de la France, c'est le refus du nucléaire sous certaines influences, de type écologiste en particulier. On voit par exemple que s'il fallait interrompre les fermetures pour cause de réparation des centrales et au contraire remettre tout en route le plus vite possible, parce qu'il était prévu de tout arrêter, nous n'avons plus les personnels qualifiés qui permettraient d'agir tout de suite. Oui, c'est un ensemble. Mais je dois dire que je suis étonné d'ailleurs que l'on puisse remettre en route une vingtaine de centrales qui ont été, dit-on, mises en sommeil, mais une mise en sommeil qui n'est pas très facile de les tirer, faute évidemment de cadre pour le faire et de volonté. Il est évident que le choix d'abandon de la force nucléaire française, qui était assez exceptionnel, il faut dire, est un phénomène de notre temps et incontournable. Nous avions une avance certaine dans ce domaine. Nous l'avons délibérément sacrifié idéologiquement, comment dirais-je, scientifiquement. Et nous allons devoir reconstruire les centrales nucléaires que nous avons laissées dépérir délibérément. Il y a la responsabilité d'une dizaine de gouvernements qui se sont succédés depuis les dernières décennies et qui ont mené dans ce domaine une activité qu'on peut dire criminelle, puisqu'elle n'a pas prévu les dangers mortels qui s'en suivent. Ça, il faut le dire, ça commence avec le gouvernement socialiste de François Mitterrand, puisque jusqu'en 81, la politique française était encore fidèle à la ligne en matière énergétique. 81, ça fait 40 ans. Marine Le Pen demande que le Parlement siège en session extraordinaire sur ces questions de l'énergie. C'est aujourd'hui qu'elle a écrit à la Première ministre en lui disant « Voilà, c'est devant l'Assemblée nationale que ça doit se passer », alors que le Président de la République nous annonce la création du Conseil national de la refondation, bien sûr, le CNR. Pouvoir essaye toujours de créer des structures parallèles qui sont concurrentes, évidemment, du pouvoir politique légitime qui est celui du Parlement. Mais est-ce que les parlementaires en sont conscients et est-ce qu'ils ont la volonté, le courage et la capacité de mobiliser l'opinion sur ce sujet? Je n'en suis pas sûr, loin de là. Alors, le Congrès qui va élire le successeur de Marine Le Pen, qui ne souhaite plus diriger elle-même le mouvement, va se dérouler le 5 novembre. Un petit mot tout de même, puisque c'est aujourd'hui que Jordan Bardella annonce officiellement, par une lettre à tous les adhérents du Rassemblement, qu'il sera candidat à la succession de Marine Le Pen, alors qu'il exerce déjà une fonction intérimaire dans ce sens. Et puis, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit mot pour Louis Alliot, qui a dit publiquement que vous passiez votre temps à mettre des bâtons dans les roues de ce mouvement depuis que vous ne le présidez plus. Je dois dire que cette attaque minable d'un élu, qui arrive tout de même quelque chose comme maire. Oui, de Perpignan. Oui. Il est maire de Perpignan. De Perpignan, c'est ça. Et quelque chose de surprenant d'abord, d'injuste et de grave, parce qu'il montre qu'il y a dans l'esprit d'un certain nombre de gens des erreurs qui les condamnent à l'inaction et à l'impuissance.
au moment où il faudrait rassembler tout le monde, peut-être Bardella sera-t-il l'homme capable de ça. C'est un homme jeune, il a l'âge que j'avais quand j'ai été élu député. Oui, en effet. Eh bien, Bardella me semble le candidat sur lequel on peut reporter les espoirs que l'on avait de voir le Front National retrouver, sinon son nom, puisqu'on en a changé, mon Dieu, je ne m'attache pas spécialement à cela, encore que, et sa volonté de parti politique réformateur, réalisateur, et en capacité de le faire. Et ça met des années à se construire. Et malheureusement, ça se use et ça se détruit rapidement. Alors c'est peut-être le moment, en conclusion, de rappeler, y compris pour les actuels élus qui ont été promus par les électeurs à l'Assemblée nationale, qu'il y a une très bonne lecture pour savoir d'où ils viennent tous. C'est le 2e tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Et même le premier, s'ils ne l'ont pas lu. Le premier, certes, ce sont les fondations, mais c'est comme le deuxième c'est vrai que nos jeunes députés, qui sont nombreux, que je félicite, j'ai été très heureux, en même temps que surpris de leur victoire, mais je crois que maintenant ils doivent se former en éléments combattants. Et un des éléments principaux, peut-être, c'est de lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen, où ils verront ce qu'a été, d'où est né leur parti, et ce qu'ils pourraient devenir s'ils ont la volonté et le courage qu'on a mis pendant 50 ans à faire survivre l'idée nationale. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. Après, à bientôt.